Bienvenue sur Session de Dev avec Teddy. Dans l'épisode précédent, nous avons créé une une CLI, tout simplement, en Rust, pour piloter l'annuaire. Ajouter des contacts, supprimer, ainsi de suite. Nous pouvons aisément l'alimenter via un LLM de type CLI, Cloud Code, Codex ou Copilot, mais actuellement, l'annuaire reste une simple liste de fiches. Statique, sans contexte, sans historique. Le plat. Complètement plat. Aujourd'hui, nous allons la transformer en système de suivi relationnel. On va générer des relations entre contacts, qui rapportent à qui, faire des partenariats, enfin, créer des partenariats, une liste de clientèle. On va générer des interactions, mettre en place des historiques des échanges, appels, emails, réunions, des actions de suivi, tâches et rappels liés à chaque contact, par exemple. Et on va mettre en place une sorte de tableau de bord, une vue synthétique de l'ensemble, et mettre en avant l'état de santé de chaque contact en un clin d'œil. On va tâcher de faire tout ça dans cette vidéo, et tout ça orchestré via un agent. On va interagir via notre CLI dans ce sens et travailler en duo avec notre agent LLM. De ce fait, le titre de l'épisode sera Annuaire de contact de la fiche statique au suivi relationnel. C'est parti. Commençons maintenant par découvrir la structure de base de données telle qu'elle sera à la fin de cette vidéo. Nous avons débuté notre projet en mettant en place juste une table. Alors, je vous montre la table en question. Une table contact avec un email, un nom, un téléphone, une adresse, ainsi de suite. Maintenant, nous allons l'étendre avec 3 nouvelles tables reliées, donc avec des relations de type profil, profil de relation, on va dire, relationship profile en anglais, pour lui ajouter des éléments supplémentaires. Comme par exemple, on va le typer, cette relation, en disant que c'est un prospect, un client, un ami, un mentor. Et on va aussi mettre en place un niveau de proximité. Donc une personne qu'on connaît bien, donc warm, une personne qu'on ne connaît pas du tout, donc cold, quelqu'un qu'on ne voit plus, donc close, ou qui, pour X ou Y raison, n'est plus de ce monde, on va dire. On a aussi le potentiel de business, si c'est quelqu'un avec qui on peut faire du business voilà, de façon intense ou pas. Et le niveau de confiance qui peut être évalué au besoin, avec un contexte, une note. Donc là, c'est pour étendre le contact et avoir une idée de ce qu'on peut tirer de cette relation. Ensuite, on va retrouver la table interaction dans laquelle on va ajouter des informations de type événement passé ou présent. Par exemple, on va intégrer des éléments de type interaction pour dire on a eu à échanger un email, on a eu à échanger par téléphone, on a fait une présentation, on a échangé d'une façon ou d'une autre. Et on va lui attribuer une date, une heure et une sorte de condensé d'informations comme le résumé bon, voilà, ce qu'on a pu en faire et donner éventuellement une suite. Donc je vois qu'il y a Next Step, mais en fait le Next Step va concerner plus l'action, la table action, qui est en fait je vais le traduire par les actions futures liées à cette relation. Un exemple simple, on s'est vu lors d'une réunion et durant cette réunion, il y a des actions à mener et cette table action va permettre de les assurer. Donc dans cette table action, on va retrouver d'autres types de données comme
Par exemple, faire une invitation pour un café, proposer un audit, faire une introduction, enfin une présentation, avec une date d'échéance éventuellement, un statut si c'est fait ou pas faire, voilà, et un résultat qu'on va pouvoir renseigner sur cette table, en relation à la table contact qu'on a vu plus haut. À cette structure de base de données de table, on va pouvoir étendre notre endpoint et notre service REST. Et ça va se résumer comme celui-ci, comme à l'écran, par un diagramme qui s'affiche. On retrouve notre table, notre section contact avec nos différentes méthodes get, post qu'on a eu à utiliser, voire même plus, puisqu'on a un get permettant de faire une recherche. Et on va pouvoir étendre par l'ajout d'une section qui s'appelle Relationship Profile, qui va nous permettre d'ajouter des éléments complémentaires à notre contact, ce qu'on a vu à l'instant. On va pouvoir y ajouter des interactions, pour l'instant en post et en get, d'après le diagramme. On pourra l'étendre ensuite si on a fait une erreur sur la description d'une interaction, permettre un patch par exemple. Et à gauche, à droite, excusez-moi, on a une section pour les actions. On va pouvoir ajouter des actions, les lire, définir s'ils sont faits ou pas. On va pouvoir les mettre à jour aussi, de deux façons différentes, donc complete et en action avec AID, Action ID. En complément, on aura une sorte de dashboard qui va nous permettre d'avoir une vue d'ensemble des contacts et de leur niveau de priorisation. Alors, je m'avance un peu sur la chose, mais en tout cas, on aura une visibilité globale de nos contacts et des interactions qu'on a pu faire avec eux. Ces différentes évolutions vont être possibles à partir de notre projet orchestrateur, qui est notre garant sur les évolutions qui vont à venir, qui vont arriver, des évolutions à venir. Et alors, on va arriver sur le terminal. J'ai anticipé un petit peu cette nouvelle nomenclature, cette nouvelle évolution sous forme de backlog que j'ai intégré dans ce projet Orchestrator. Et à partir d'ici, donc il y aura du backlog, enfin c'est du backlog avec un scoring ICE pour définir des priorités. Euh, Après, on peut l'ajuster au besoin, mais voilà. L'orchestrateur est au courant de ce qu'on veut faire. Et la petite nouveauté de cette vidéo, c'est qu'on va imposer à cet orchestrateur de piloter les dossiers techniques. Ce que j'appelle dossiers techniques, ce sont les dossiers dans lesquels on va gérer l'API, on va gérer la CLI, on va gérer le MCP, d'autres éventuellement, mais il aura interdiction de modifier directement ces dossiers projets. Et la seule interaction qu'il pourra faire, c'est de générer des prompts à destination d'un LLM de type CLI comme Cloud Code, Codex ou Copilot. Bon, j'ai une petite préférence pour Copilot dans ce cas de figure, mais en tout cas, il va simplement injecter dans les dossiers projet technique le prompt qui convient pour le dossier projet technique en question. Donc, par contre, à cet effet, il va falloir lui donner les outils et, et les instructions pour clairement le cadrer et lui dire quoi faire exactement quand on lui demande. En l'occurrence ici, c'est de générer uniquement des prompts, de ne pas modifier en direct et de surveiller en fait si le prompt est exécuté ou pas. Enfin, de pouvoir attester que ça a été exécuté ou pas. Dans le cadre de notre expérimentation, je vais créer une skill. Je me positionne sur VS Code et cette skill va être en charge de créer ce prompt. En tout cas, il sera appelable par Claude
et il va respecter un certain nombre de règles à partir de cette skill. Alors j'ai été aidé un petit peu par Copilot dans ce sens pour la mise en place de ce que j'appelle les instructions de skills qu'on appelle Generate Prompts et qui concerne la génération de prompts pour nos 3 dossiers techniques, FastAPI, Annuaire CLI et FastMCP. Le principe est assez simple. On demande à Claude Code, à partir de ces skills, de générer les prompts qui vont permettre de répondre, qui vont permettre d'aboutir au plan qu'on aura défini au préalable. Alors, à partir d'ici, on a quelques principes simples. Quelques principes simples. On ne modifie pas le dossier technique directement depuis Claude Code. On génère des scripts, des prompts directement dans le dossier GitHub prompt avec une nomenclature bien spécifique, alors que je vais étendre avec un timestamp. Là pour le coup, c'est pas prévu ici. Et à la fin de cette exécution, donc dans le prompt, on va préciser que le nom du fichier prompt va basculer de inbox à on va dire close ou done. Voilà, plutôt done. Voilà, comme il est prévu ici, mais on va le faire directement dans le prompt. Alors, on va éviter les commits. Bon, pour l'instant, je vais l'autoriser les commits depuis Copilot. Mais on va effectivement ajuster cette skill pour qu'elle soit un peu plus... qu'elle colle un peu plus à mon besoin. Je vais commencer à faire quelques tests avec et je reviens vers vous pour vous dire si c'est correct et ce qu'il en est. À partir d'ici, on va revenir sur le terminal et on va commencer à lui poser quelques questions. Déjà par rapport au backlog, on a défini un certain nombre de phases, et on va lui demander à repréciser la phase 1. Donc peux-tu me décrire la phase 1 du backlog de façon synthétique? Il me décrit cette phase 1 comme étant la phase où on va modifier la structure de base de données, mettre en place des enums. Et à partir d'ici, on va définir un certain nombre de endpoints pour l'API qui vont être exposés. Donc on retrouve les différents endpoints avec le dashboard qu'on a vu en diagramme. À partir d'ici, je vais apporter un petit plus à ce backlog en basculant de MariaDB à Postgre. C'est un petit plus, on va simplement lui demander d'ajouter dans cette phase 1 le fait de basculer en Postgre et de le modifier au niveau du Docker. C'est ce qu'on va faire de suite. C'est parti. Je vais ajouter dans cette phase 1 la migration de la base de données MariaDB à Postgre, de la base de données MariaDB à Postgre. Donc là, il va la rajouter simplement dans le backlog. Il ne va pas assurer, il va pas faire le changement dans le dossier technique, mais il va l'injecter dans le backlog. Alors, il va me demander quelques clarifications. Ici, comme on est au début du projet, on va être un peu plus radical. Donc je lui demande simplement à remplacer prioritairement le moteur de base de données par Postgre et de supprimer toute référence à MariaDB. Alors, retour rapide sur la partie skill pour la génération des prompts. J'ai eu à faire un test en off pour m'assurer que tout fonctionnait correctement. Et cela se résume par ce petit prompt que j'ai lancé en utilisant le prompt generate prompt, celui qu'on vient, la skill ou le skill qu'on vient de générer. Je souhaite la génération de prompt pour la phase 1 qu'on vient d'expliquer. Donc en l'occurrence, il a
Il a détecté le dossier prompt de GitHub pour l'API. Il a créé puisqu'il n'existait pas. Ensuite, il a vérifié, alors vérification des prompts créés. Donc, il a commencé à générer un ensemble de prompts qu'on va voir tout de suite. Donc, il a fait un ensemble de parcours. Et il a généré pour chaque étape de la phase 1 les différents prompts. Et il nous fournit le workflow à lancer pour Copilot. On va voir au niveau de VS Code. Alors cela se manifeste par la création de fichiers prompts au niveau de GitHub Prompts. Donc c'est le dossier dédié pour la création des fichiers prompt.md dans lequel on retrouve, ça je vais en ouvrir un, voilà, je vais agrandir un petit peu, on a le fichier prompt estampé inbox pour dire que c'est pas encore exécuté, on a un timestamp pour le signifier quand il a été créé ce prompt, et le prompt.md. Donc si on regarde un peu plus près, on a une en-tête, alors il manque juste une partie qu'il n'a pas mis en place, c'est l'en-tête qui veut que ce soit en mode agent. Et on retrouve le nom ici, c'est par ce bien qu'on va appeler, en tout cas au niveau de l'éditeur VS Code, on va appeler par ce nom-là. Et au niveau de Copilot, on va utiliser Copilot plutôt, en CLI, en ligne de commande, pour exécuter ces différents prompts. Donc, on va faire un petit tour rapide, et puis ce sera à peu près pareil pour le reste. On a un contexte, on a un ensemble de tâches, une suite logique à faire, et à tout à la fin, il va renommer l'inbox en done pour signifier qu'il a terminé. Après, s'il y a des ajustements, on le fera au cas par cas, mais en tout cas, on a près de 7 fichiers, si je ne me trompe pas, 8 fichiers, voire même plus, 2, 4, 6, 8, 10 même fichiers, pour assurer notre évolution. C'est parti, on va lancer le terminal en Copilot et on va les exécuter les uns après les autres. Alors, depuis notre terminal, on va accéder à notre projet en API. Donc, je tape annuaire API ou AppBackend, je ne sais plus ce que j'ai mis. C'est Fast API, oui. Et à partir d'ici, on va pouvoir lancer Copilot. Donc là c'est parti, et on va pouvoir créer un appel, GitHub Prompt, et dans lequel on va pouvoir lancer déjà le premier. Alors j'ai oublié de faire quelque chose, hello all. Alors c'est /hello. Alors on reprend depuis le début. Voilà, on lance le prompt. Je crois que c'est /hello all. On va le laisser en on pour qu'il arrive jusqu'au bout. Je reviens une fois qu'il aura terminé. Donc voilà, il a terminé le premier prompt. Ce prompt qui consiste à basculer de MariaDB à Postgre. On va pouvoir passer à la suite. Donc je passe les détails et on continue. On va vérifier l'ensemble une fois l'ensemble des prompts passés. Et comme vous le voyez, on a notre premier prompt en done et on va pouvoir basculer au deuxième prompt qui est toujours en inbox. C'est parti. Donc à ce stade, il a terminé le prompt 2. Ce que je vais faire, c'est que je vais exécuter l'ensemble des prompts et on continue juste après, que l'ensemble soit exécuté. C'est parti, je lance l'ensemble et on regarde globalement ce qu'il a généré et comment ça s'est enchaîné. Donc rapidement, je vous montre rapidement, on est en prompt et on a le deuxième prompt qui est exécuté et on a encore une bonne petite dizaine, on va dire 8, à exécuter entre temps. Voilà, on le fait dans l'ordre et c'est parti. Alors ici, je m'arrête en plein milieu du process, je me rends compte d'une chose. On va passer sur VS Code. Nous avons bien les différents prompts, il y a eu du commit entre temps. Alors déjà sur le prompt 1.4, il n'a pas exécuté le traitement de fin qui consiste à transformer de inbox à done.
Donc ça, c'est un premier point d'alerte. Il me dit avoir terminé, mais on est encore en inbox, donc on va le réexécuter. Deuxièmement, je me rends compte que le fichier main commence à être un pavé. Donc on va couper court et on va commencer à restructurer un petit peu ce fichier alors je dirais pas en classe, mais en sous-section. Là par exemple, on a comme on a vu dans le schéma, on a des différentes sections, donc les interactions, les actions, ainsi de suite. On va les séparer sous forme de fichiers. Et c'est ce qu'on va demander directement au niveau du terminal. Alors je vais demander simplement dispatch le fichier. Alors je crois que c'est le fichier main. Dispatch ce fichier en sous-module. Le code de ce fichier. Alors je vais réfléchir à un prompt. Alors rapidement, j'ai demandé pour le main P de refactoriser le fichier, créer au besoin des fichiers d'import pour notamment les modules, interaction, action. On va voir comment il l'interprète, mais je reste confiant, il devrait dispatcher un petit peu tout cela. À partir d'ici, une fois qu'il aura fait ce traitement, il sera plus aisé de maintenir, donc de savoir ce qu'il a fait pour chaque élément. Alors ça tombe bien parce que je vois à peu près ce qu'il s'apprête à faire, donc il va créer des routes pour contact, relationship. C'est parfait, c'est ce qu'on voulait. On va couper court et je vais réexécuter les prompts qui ne sont pas arrivés au bout. Alors probablement parce que je suis en modèle IQ, donc j'aurais peut-être dû mettre compose. Non, c'est pas compose. Claude Sonnet, voilà, notamment. Mais c'est pas grave, on va réexécuter le prompt, il va vérifier ce qu'il a fait en 1.4. Même si c'est done, même si c'est toujours en inbox, on le réexécute de telle sorte qu'il arrive à renommer. Le fait de renommer permet d'attester qu'il a été jusqu'au bout du process. À ce stade, il a terminé l'ensemble des prompts. Et j'en ai profité pour faire un peu de ménage, puisque les tests étaient à la racine. Ils étaient exécutés à la racine du projet. Je lui ai demandé simplement pour pouvoir les exécuter dans un dossier dédié pour plus de clarté. Donc, concrètement, on a un dossier désormais route pour les différents modules du fichier main, les actions, les contacts, le dashboard, tout ce qui va être exécuté depuis le main. Donc on simplifie drastiquement le dossier, le fichier main par ce biais. Et nous avons des tests désormais dans un dossier test qui lui sera dédié pour tout ce qui est vérification. Alors à partir d'ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un build. Alors, on va lancer normalement en Docker PS. Nous sommes déjà en annuaire avec du Postgre, donc c'est en mode healthy. Je lis que l'API est un LC. On va vérifier cela ensemble. Donc je recompile. Docker compose up, on rebuild et on le laisse en mode daemon. Donc l'exécution est... Le build est complet, donc le Docker est dans l'instance... L'instance Docker est up. On va vérifier ça de suite. Il est en heal starting, on va vérifier ça ensuite. Alors par contre, à partir d'ici, on va pouvoir vérifier son implémentation depuis le Swagger. Et au niveau du Swagger, on a l'ensemble des endpoints qui ont été créés et qui seront prêts à être testés sous peu. Alors une seule chose qui me chagrine, c'est que je devrais avoir des sections. On va travailler les sections de suite et on va pouvoir basculer sur les tests. Je m'y attelle et je reviens vers vous. Alors concrètement, le fichier main présente un ensemble de tags.
avec des propriétés on va redécouvrir par la suite. Le doc expansion en forme liste. Ensuite, nous avons au niveau des routes, nous avons pour chaque endpoint une définition de tag qui nous permet d'avoir un regroupement par section. Et on va pouvoir le constater au niveau du Swagger. Donc là, je relance mon Swagger. Voilà, on a le contact, une section contact, une section profile, action et interaction. Et chacun aura son tag et sera dispatché dans la grande section qu'on va pouvoir plier, déplier au besoin. En test rapide, on va pouvoir lancer la liste des contacts. Nous sommes sur une nouvelle base de données, donc on ne va pas revoir nos différents tests des vidéos précédentes. Par contre, durant la phase d'implémentation, il a lancé des tests avec des noms un peu étranges. Bon, après, voilà. On a du test debug, on a essentiellement du test. Donc on aura principalement un contact test avec un test user. Donc il a fait son enchaînement de tests, ce qui est une bonne chose. On va pouvoir lui demander à faire un peu plus. Donc on va vérifier en format curl que cette API fonctionne. Alors, à partir de là, je vais simplement demander à l'orchestrateur de faire la vérification de façon sommaire. On va rentrer dans le détail dès lors qu'on va travailler la CLI, dans un autre épisode d'ailleurs. Et à cet effet, je lui présente un prompt au niveau Annuaire Orchestrator. Je lui demande simplement, peux-tu tester chacun des endpoints de l'instance Docker en mode curl? C'est parti. Alors, j'ai été un peu trop vite en besogne, je vais lui apporter quelques précisions. En lui proposant de travailler le endpoint. Voici l'URL à tester. C'est parti. Donc voilà, concrètement, le test curl se synthétise comme suit. Je ne veux pas trop rentrer dans le détail pour cette fin de vidéo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va clôturer cette vidéo, cet épisode. On a créé nos différents éléments endpoint pour l'évolution de cet annuaire. Nous allons désormais conclure. Et pour le prochain épisode, on va tâcher d'intégrer tout cela dans notre CLI et de faire des tests un peu plus élaborés. En résumé, nous avons créé un système de suivi relationnel. On a fait plus qu'un annuaire de contact, on en a fait un outil un peu plus élaboré. Nous avons étendu la structure de base dans ce sens, et nous avons expérimenté la mise en place d'un véritable système d'orchestration, en mon sens, avec un système qui permet, via un skill, de générer des prompts à destination de dossiers techniques. Cet ensemble a l'air de fonctionner, le comité bientôt vous aurez accès, et nous avons pu étendre, et par ce même biais, on va le faire au niveau de la CLI dans un prochain épisode. À partir de là, on va mettre fin à cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner aussi dans la foulée. Et à partir de là, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.